Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la séance d'information du budget participatif du Sud-Ouest. Mon nom, c'est Anne Gauthier. Je travaille au Centre d'écologie urbaine de Montréal. On accompagne donc l'arrondissement pour réaliser le budget participatif. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Villeneuve, directeur de l'arrondissement, pour le mot de bienvenue. Merci, Mme Gauthier. Bonjour à tous et à toutes. Comme le mentionnait Mme Gauthier, bienvenue à la soirée d'information virtuelle sur notre premier budget participatif du Sud-Ouest. Nous sommes heureux et heureuses de vous compter parmi nous ce soir. Là. Puis comme il est mentionné aussi, la rencontre est enregistrée, donc on va pouvoir s'y référer et la diffuser sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, cette première édition a pour thème la transition écologique et sociale. L'arrondissement, avec évidemment la part et l'initiative du conseil d'arrondissement, a mis en place cette démarche pour inviter la population à partager leur expertise avec nous. On est tous des experts de notre milieu, de notre quotidien. Et à titre de directeur d'arrondissement, je crois qu'il est fondamental de prendre en compte dans la planification de nos activités, de nos initiatives. Donc, votre expertise, votre connaissance du milieu, ça fait partie de nos valeurs et de l'ADN du Sud-Ouest. Votre participation est donc importante. Comme vous le savez aussi, la transition écologique représente un grand défi pour toutes les administrations. En tant qu'arrondissement, on est bien placé pour anticiper les conséquences de la crise climatique et nous sommes donc très sensibles à ces aléas. Dans cette course contre la montre, qu'on peut qualifier comme ça, pour rendre le territoire plus résilient face aux effets du dérèglement climatique, on ne veut pas perdre de vue les populations qui sont plus à risque et celles qui sont le plus touchées. Nous avons donc mis les efforts pour faire de l'inclusivité un principe fondamental de notre transition au Sud-Ouest. Je vous remercie donc de prendre le temps ce soir d'assister à cette rencontre d'information. Nous sommes heureux au Sud-Ouest de pouvoir compter sur une collectivité et un milieu communautaire engagé. On a bien hâte d'entendre vos idées de projets sur un territoire plus résilient, plus vert et donc plus inclusif. Je tiens à remercier le personnel de l'arrondissement, dont certains membres sont parmi nous ce soir. Monsieur Rénan Maher-Poitras, qui est chef de division par intérim du bureau de projet. Marie-Joëlle Fluet, chef de section par intérim à la transition écologique. Monsieur Thibault Tamerman, qu'on va entendre un petit peu plus tard, qui est chargé du projet de budget participatif. Et comme on le mentionnait plus tôt, Mme Anne Gauthier et Monsieur Gabriel Larue, qui nous accompagnent du Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui sont les animateurs de cette rencontre. Au cours des derniers mois, on a travaillé très fort avec le comité de pilotage pour vous présenter ce premier budget participatif. Je souhaite ce soir souligner la contribution du comité de pilotage composé des membres du personnel et des représentants du milieu communautaire et des citoyens. Leur engagement et leur expertise sont essentiels à la réussite de ce premier budget participatif. On va poursuivre ce travail avec vous tout au long de la démarche afin que vos idées, on va voir des dates un petit peu plus tard, se concrétisent en projets d'intérêt pour lesquels la collectivité sera invitée à voter au cours des prochains mois. Rappelons aussi, de façon plus large, qu'un budget participatif, c'est un projet de mobilisation. Je tiens donc à mettre en valeur la contribution du personnel en ce sens qui veillera à rallier la collectivité dans toute sa diversité autour du budget participatif. Donc, sur ce, veuillez accueillir Monsieur le maire de l'arrondissement, Monsieur Benoît Doré, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je lui cède la maintenant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Villeneuve. Merci beaucoup d'être là avec nous et de croire également dans les vertus
du budget participatif. Alors, ça me fait plaisir de vous voir en ligne, en direct de chez moi, dans un beau triplex de Saint-Henri, un triplex authentique de Saint-Henri. Je veux bien sûr saluer les membres du conseil d'arrondissement qui sont là avec nous ce soir. J'ai déjà remercié M. Villeneuve. Merci également à Christian Bissonnette, qui est directeur des travaux publics. Et ça veut dire boss également du bureau de projet. Duquel relèvera le budget participatif, même si l'ensemble de nos directions vont y œuvrer. Monsieur Villeneuve mentionnait également les gens qui font partie du comité de pilotage du premier budget participatif du Sud-Ouest. Je remercie les employés de croire puis d'avoir travaillé autant sur cette première mouture, et ça ne fait que commencer, puisque c'est la soirée d'information. Mais je mentionne effectivement les gens du communautaire également, donc Pascal Fleury des YMCA du Québec, qui est mandataire bien sûr dans le sud-ouest de notre écoquartier. Monsieur Artaud également, François Artaud, des Amis du Parc en Grignon, Cédric Glorioso de Rèche et Simon Paquette d'Action Gardien, donc dans Pointe-Saint-Charles. Kélia Sève, également résidente des Mares et qui représente Demain Sud-Ouest. Et puis Daniel Durand-Lot, également de Concertation Aimard Saint-Paul. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir pour la séance d'information du premier budget participatif du Sud-Ouest. Alors, il y a le budget participatif de la Ville de Montréal, il y a même une deuxième édition qui s'en vient, mais c'est le premier dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ça fait longtemps qu'on va aller de l'avant. Tellement vrai que dans le plan d'action locale pour la transition écologique qu'on a voté déjà il y a un certain temps, on prenait cet engagement-là. Il y aura un budget participatif dans le Sud-Ouest et il aura pour thème, parce que c'est d'actualité, parce que c'est nécessaire, parce que l'arrondissement du Sud-Ouest veut maintenir sa position de chef de file comme arrondissement là, vraiment... qui est vraiment un chef de file en matière de transition écologique, le thème, c'est transition écologique et sociale, puis c'est une couleur locale, mais nécessaire dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Avec un exercice comme celui-là, on fait appel à l'expertise des citoyens, à votre expertise, parce qu'on veut créer, dans le fond, des occasions de dialogue entre vos représentants, donc les élus, et la fonction publique, les gens qui livrent les services pour notre population, en fait pour vous. C'est une séance d'information auquel, vous le voyez, il y a des gestionnaires, des professionnels de l'arrondissement, des gens de notre section transition écologique, et vous. Et ce qu'on vise à faire, c'est de clarifier c'est quoi un budget participatif. Ça mange quoi en hiver? C'est quoi les paramètres de la démarche? C'est quoi les grandes étapes? Toutes les questions que vous vous posez, premièrement, on a une présentation, ça va éclaircir pas mal de choses. Puis après ça, période de questions pour creuser certaines affaires ou des trucs qui seraient peut-être pas assez clairs. Je remercie vraiment les gens du Centre d'écologie urbaine de Montréal d'être présents. C'est un incontournable. Quand on parle de budget participatif, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, c'est pas mal l'expert et depuis vraiment longtemps. Chez nous, il fallait faire un choix. Il faut se dire, OK, combien d'argent on met en jeu, combien d'argent on prévoit pour que les citoyens se disent, parfait, on a des idées, on a des initiatives, on veut que l'arrondissement soit plus résilient, on veut vraiment que la transition écologique, ça s'articule dans la vraie vie chez nous, mais il faut de l'argent. Donc, première mouture, on dit, allons de l'avant avec quelque chose, lentement mais sûrement. Donc, 200 000 $, c'est ça qu'on a prévu au programme décennal des immobilisations pour 2023-2032. Ça va nous prendre vraiment une mobilisation exemplaire de notre personnel, mais aussi du milieu communautaire, puis de vous, qui habitez dans le Sud-Ouest, travaillez dans le Sud-Ouest, etc., pour que vraiment on maintienne cette position de leader en transition écologique et donc que le budget participatif, qui est un des volets, soit vraiment un succès, puis qu'on se mette à transformer encore plus, avec votre aide, le Sud-Ouest dont on rêve. Donc, on veut aller chercher votre jus de cerveau.
on veut aller chercher votre expertise, on veut aller chercher votre énergie pour que, dans le fond, comme je le disais, on transforme favorablement, agréablement, de façon utile aussi, nos quartiers. C'est ça qu'on veut. Alors, on veut, dans le fond, les élus prennent toutes les occasions pour faire en sorte d'aller chercher la part des citoyens, votre apport, vos idées. Vous le savez, vos élus habitent les quartiers que vous habitez aussi. Donc, on est là, ça veut dire qu'on travaille chez nous, ça veut dire qu'on fait nos achats aussi chez nous, ça veut dire que vous nous voyez dans toutes sortes d'occasions, formelles ou informelles, avec les membres de notre famille ou seuls, etc. Donc, on veut aller chercher, dans le fond, toutes les occasions pour prendre le pouls, les bonnes idées, les critiques constructives le plus possible. Et une des façons de vous mettre encore plus de l'avant, de vous intégrer dans l'administration du Sud-Ouest, ben, c'est à travers le budget participatif où, je le disais, il y a 200 000 $. Alors, ça va se faire comment? Ben, on va répondre à ça dans la séance d'information. C'est pas un seul projet, c'est pas non plus 100 projets. Alors, on va avoir des balises, puis on va voir aussi le cheminement de cette affaire-là pour voir quand est-ce qu'on vote, comment ça fonctionne, il y a de la faisabilité technique, etc. Mais on veut rendre ça simple. D'ici au 19 février prochain, ben, vous pouvez aller sur Réalisons Montréal, aller sur la page qui est dédiée au budget participatif, puis nous proposer vos idées. Puis ça doit répondre, dans le fond, à l'un ou à plusieurs défis qu'on a identifiés en matière de transition écologique et sociale, soit, là je ne vais pas me tromper, je vais regarder mes petites notes, donc se nourrir, cohabiter, se déplacer, puis consommer autrement. Alors, il faut que ça réponde, dans le fond, à l'un ou plusieurs de ces défis-là, les projets que vous allez soumettre. Alors, prochaine étape, je devance un petit peu la présentation qui va nous être faite. Donc, il va y avoir dans nos bibliothèques, vous savez qu'on a la chance d'avoir 4 bibliothèques dans 4 de nos quartiers, mais entre le 4 et le 12 février prochain, il va y avoir des ateliers d'idéation qui vont être organisés auxquels vous pourrez vraiment participer. Alors, je remercie encore une fois le Centre d'écologie urbaine de Montréal d'être là avec nous et de faire une bonne partie de la job avec nos professionnels, avec nos gens, pour que premièrement, qu'on réalise ce soir une bonne soirée ensemble, et deuxièmement, ben, qu'on fasse en sorte que le premier budget participatif du Sud-Ouest, sous le sceau de la transition écologique et sociale, ça soit vraiment un succès. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Puis, faites-vous ambassadeur, ambassadrice de cette nouvelle initiative. Soyez convaincus ce soir, c'est ce que j'espère, puis soyez convaincants et convaincantes pour la suite des choses. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à notre compagnie. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre allocution et surtout pour votre soutien à ce projet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette soirée d'information sur notre budget participatif. Je me présente, Thibaut Temerman, je suis agent de recherche à la section transition écologique de l'arrondissement du Sud-Ouest et par ailleurs chargé du projet de budget participatif que nous avons le grand plaisir de vous présenter ce soir. Merci encore de votre présence. Ce projet ne pourrait avoir lieu sans vraiment le soutien des élus, de la direction, de nos collègues, du comité de pilotage aussi qui a participé à la définition et au processus de ce budget participatif, du milieu communautaire également. Je disais mes collègues, je vais me permettre d'en citer une, Marie-Joëlle Fluet, ma gestionnaire, qui m'aidera par la suite à répondre à toutes vos questions. Et puis, ben, ce projet ne pourrait pas avoir lieu également sans la population. Tantôt, Monsieur le maire parlait du fait qu'il croyait dans les vertus du budget participatif. Nous sommes réellement impatients de prendre connaissance de vos idées. Et puis d'ailleurs, on a commencé à en recevoir. Alors merci pour votre enthousiasme. Et pour nous appuyer, vous avez entendu tout au début, nous avons bien sûr le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Nous sommes vraiment heureux, soulagés aussi, rassurés et confiants de pouvoir compter sur leur expertise pour cet exercice de budget participatif qui est le premier pour nous à l'arrondissement. Donc,
Anne, Gabriel, je vous laisse vous présenter un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, messieurs Doré, Villeneuve et Thibault, pour cette introduction fort intéressante. Donc, je vais me présenter à nouveau, là, puisqu'il y a des nouvelles personnes avec nous. Donc, Anne Gauthier du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, nous accompagnons l'arrondissement pour réaliser le budget participatif. Je vais animer ce soir avec mon collègue Gabriel Larue. Est-ce que tu veux dire un coucou? Oui. Bonjour tout le monde. Gabriel Larue, chargé de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, vous êtes en bonne main, en effet, en toute humilité. M. Doré, vous l'avez bien dit, merci. On a quelques budgets participatifs sous la cravate et dans nos dossiers. Donc, voilà. Donc, merci Anne et bonne séance d'information à tous et à toutes. Oui. Donc, lançons-nous dans l'information et comme M. Doré le disait, apprenons qu'est-ce qu'un budget participatif et qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, aujourd'hui, les objectifs de notre séance, c'est de vous informer sur la première édition du budget participatif du Sud-Ouest, faire connaître les critères d'admissibilité des idées, donc quel type de projet là, vous pouvez proposer. Puis, vous présenter la phase de collecte d'idées, donc je sais jusqu'à quand vous pouvez déposer vos idées et comment. Donc, on va commencer par un 15 minutes sur c'est quoi le budget participatif, ces grandes étapes, puis les particularités dans le Sud-Ouest. Ensuite, on aura un premier 15 minutes de questions vers 18h40. Puis, on va s'ajouter aux besoins, j'ai 2 déroulements différents. Puis, on aura un autre 15 minutes pour vous expliquer la collecte d'idées. Un deuxième 15 minutes pour des questions. Puis, on va faire le mot de la fin vers 19h20. On va lancer un sondage pour évaluer la rencontre, savoir si vous l'avez trouvé utile. Et finir pour 19h30, sans faute. Donc, juste un petit mot, oui, pourquoi? Ben, c'est nous ici ce soir qui vous expliquons ce qu'est le budget participatif. Mon collègue Gabriel le nomme un petit peu, mais en fait, ça fait 15 ans qu'on s'intéresse à la question. Si je reviens un peu en arrière, donc l'organisme a été créé en 1996, on a fêté nos 25 ans, par des citoyens engagés qui voulaient donc sauver un parc là, de maisons patrimoniales et qui ont réussi à les transformer en coopératives. Puis, de cette mobilisation est né un organisme qui fait le pont entre la population et les villes pour aménager les villes. Puis, dans le cadre, donc, c'est devenu notre mission, c'est de créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et dans notre volet démocratie, eh bien, nous avons développé depuis 15 ans une expertise sur les budgets participatifs. Donc, depuis 15 ans, nous avons accompagné donc, plusieurs villes au Québec et aussi, on est membre d'un comité international sur les budgets participatifs et on est en train de jeter les bases pour la création d'un réseau franco-québécois des budgets participatifs et d'autres collaborations internationales peut-être. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. On a plein d'exemples à donner d'ailleurs. Pour savoir un peu qui est présent ce soir, on va lancer un petit brise-glace. Donc, Gabriel, vous devriez avoir apparaître à votre écran un petit sondage de l'application Zoom. J'aimerais savoir, sur une échelle de 1 à 4, votre niveau de connaissance du budget participatif. Est-ce que certains sont novices, n'ont aucune connaissance et ont tout à apprendre ce soir? Bienvenue. Et est-ce que d'autres sont des virtuoses et aimeraient me remplacer, là, prendre ma place dès ce moment? Donc, je vois les réponses entrer rapidement. Je découvre peut-être, déduis un enthousiasme de votre part derrière cette rapidité de réponse. On va partager les résultats, Gabriel, pour ne pas perdre trop de temps et se lancer dans le contenu. Donc, moi, pour l'instant, je vois donc quelques personnes novices. Donc, bienvenue. On espère que vous allez ressortir ce soir outillés.
Mais il y en a quelques-uns qui connaissent les grandes lignes du budget participatif et les objectifs. Donc, j'espère et je suis quand même convaincue qu'on va pouvoir vous en apprendre quand même un peu plus ce soir. Et je vous invite aussi dans l'outil de clavardage, si vous êtes à l'aise, à indiquer votre nom, si vous représentez une organisation, puis vous êtes de quel quartier, entre Villemort, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, et il m'en manque un, on va les voir tout à l'heure. Puis comme ça va pouvoir un peu informer tout le monde sur qui est là ce soir. Donc, par exemple, M. Alexis Blanchette-Cohen de Locomotion Sud-Ouest dans Saint-Henri. Donc, bienvenue, Mme Siro, Locomotion Sud-Ouest Saint-Henri aussi. Bienvenue parmi nous. M. Larose, bienvenue. Oh, j'espère que je vais bien prononcer nos familles. Mme Trouesch de Solidarité Saint-Henri, bienvenue. Bienvenue au groupe, du groupe Provert. Donc, merci. Bienvenue, Mme Bernier de l'Opération populaire d'aménagement. Merci d'avoir participé à notre petit brise-glace. Donc, le budget participatif, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je voulais la définition puis vous l'expliquer là, dans mes mots. Donc, le budget participatif qu'on appelle souvent BP, parce que c'est plus facile à dire. Le BP est un processus démocratique qui permet à la population de décider comment dépenser une partie du budget d'une ville. Donc, en fait, pour la petite histoire, cette démarche-là est née à Porto Alegre, au Brésil, en 89. En fait, c'est un nouveau qui a été élu à la ville de Porto Alegre, qui venait du mouvement des travailleurs, puis qui s'est donc allié avec le mouvement populaire, avec les communautés pour décider ensemble comment le budget allait être dépensé, allait être investi dans la ville. Et ça s'est développé là, sur plusieurs années. Et donc, c'est un processus qui vraiment a été très innovant et qui s'est répandu là, un peu partout dans le monde. Puis, il y en a dans tous les continents là, à ce jour. Avant la pandémie, il y en avait à peu près 10 000 en cours dans le monde. Ça a baissé un peu là, à cause de la pandémie. Donc, c'est un processus démocratique. Donc, les villes invitent la population à décider comment va être dépensée une partie du budget. On dit tout le temps une partie du budget. Si jamais même à Porto Alegre en 89, ce n'était pas 100% du budget qui était décidé. Il y a toujours une partie des coûts là, qui servent à quand même payer les salaires de base, à faire fonctionner la ville. Donc, c'est toujours une partie du budget. On dit donc que c'est démocratique parce qu'il y a un vote. Donc, on invite la population à proposer des idées qui vont être développées en projet et qui vont être soumis au vote de la population. Puis donc, la population, par le vote, va décider quels projets vont être financés. Et c'est comme ça que les investissements sont décidés par la population. Voilà, donc c'est 200 000 $ qui a été mis de côté pour ce premier projet, ce projet pilote de budget participatif. Donc, voici les étapes du budget participatif. Ça, c'est les étapes qui sont partagées un peu à l'international via notre comité sur lequel on fait partie. C'est une méthode partagée aussi avec notre partenaire aux États-Unis, Participatory Budgeting Project, qui, eux, accompagnent à peu près 80 villes aux États-Unis à faire des budgets participatifs. Donc, il y a d'autres modèles au Québec qui ont sensiblement un peu toujours le même parcours. Donc, ça commence toujours par une phase qu'on appelle la préparation du processus. Donc, un comité de pilotage a été mis sur pied, c'est ce que le Centre d'écologie urbaine recommande, avec comme le mentionnait M. Villeneuve et M. Doré en introduction, avec des membres de la communauté et aussi des professionnels de la ville.
Donc, les règles du budget participatif ont été définies. Qui peut participer et comment? Par exemple, qui peut voter? Est-ce que c'est tout le monde ou c'est au Sud-Ouest 14 ans et plus? Et donc, il y a le règlement du budget participatif a été mis, donc rendu public, ça s'appelle la charte. Et donc, tout le monde connaît les règles du jeu. Puis donc, l'avantage d'avoir des membres de la communauté sur ce comité-là, c'est que cette démarche-là universelle, elle doit être adaptée à chaque territoire. Chaque territoire est différent, ont des capacités, ont des réalités. Et donc, ça a pu être adapté au Sud-Ouest. Ensuite, la première étape qui est vécue avec la population, c'est la proposition d'idées. Donc, qui a été lancée le 23, donc tout récemment. Et donc, on invite la population à déposer ses idées. On va voir comment tout à l'heure. Ces idées-là, elles doivent respecter certains critères, et notamment la thématique de la transition écologique et sociale. Donc, il y aura un tri de ces idées-là qui va être fait par les professionnels de la ville sur la base de critères qu'on va vous présenter. Donc, ce n'est pas un tri subjectif, est-ce qu'on aime cette idée-là ou pas, c'est vraiment sur la base de critères définis. Puis ensuite, il y aura une période où ces idées-là vont être poussées plus loin, vont être développées en projet, donc les idées recevables. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire des idées qu'on pourrait dire collectives, qui répondent à plusieurs besoins. Donc, ça se peut que des idées soient regroupées ensemble. Ça se peut que certaines idées soient bonifiées, par exemple. Puis, il y aura une dernière analyse qui sera faite de la part des professionnels, encore une fois sur la base des critères qui sont définis, qui ont été définis, connus de tous. Et donc, pour savoir si vraiment les projets, là, ça va être une analyse plus poussée, est-ce qu'ils sont faisables? Donc, au niveau des coûts, légalement, au niveau des techniques là, possibles. Puis, donc, la liste des projets au vote va être définie, elle vous sera annoncée et la population est invitée à voter. Puis, donc, ensuite, les projets retenus par le vote sont financés et il y a comme une étape qui est en continu, une évaluation. Donc, tout au long de la démarche, les bons coups, les défis vont être notés. Qui a participé, qui n'a pas participé sera noté pour évaluer cette édition, ce premier projet pilote et en proposer des améliorations. Parce que l'idée du budget participatif, c'est un cycle qui se construit dans le temps. Donc, c'est d'évaluer la première édition en vue d'une future édition. Donc, qu'est-ce que ça peut donner là, des exemples? Ici, on prend l'exemple de Mercier-Ouest. En fait, c'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a décidé, lui, de diviser son territoire en 3, puis de faire un budget participatif dans un plus petit secteur qui est Mercier-Ouest. Et donc, a récolté à Mercier-Ouest 150 idées de la population. Après l'analyse, regroupement d'idées, bonification de d'autres, 20 projets ont été développés. Et après analyse plus poussée de ces projets-là, 11 projets ont été mis au vote. Puis, c'est finalement 4 projets qui ont été financés par le budget participatif. Parfait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget participatif, c'est un processus de collaboration. Donc, collaboration entre l'arrondissement, entre les municipalités et la population pour développer des projets que la population va voter. C'est un processus d'intelligence collective. Donc, on veut un peu avoir la créativité, les idées de tous ceux qui participent pour développer des projets collectifs et qui vont être aussi donc traités par les professionnels. Donc, c'est une progression en entonnoir. On commence avec beaucoup d'idées. Certains sont retenus, d'autres non. Et un peu moins de projets sont créés, sont développés.
un peu moins sont mis au vote. C'est vraiment une progression en entonnoir et tout ça permet de faire de l'intelligence collective, permet la collaboration jusqu'au vote. C'est donc pas un concours. Faut pas voir ça comme c'est mon idée qui va se rendre jusqu'à la fin. Les idées de chacun seront travaillées, regroupées, bonifiées pour répondre à bénéficier au plus grand nombre, au moins à un suffisamment grand nombre. C'est des idées par et pour la communauté du Sud-Ouest. Donc, le budget participatif se présente comme une alternative, en fait, une réponse aux défis démocratiques actuels. On le sait, les taux de vote diminuent. On cherche à intéresser les jeunes aux élections, aux décisions que prennent les villes. Et là, le budget participatif est une réponse intéressante. Donc, c'est une démarche qui permet de participer à la décision, même au-delà des élections aux 4 ans, au-delà du vote aux 4 ans, bien, on a un espace donc, pour donner des idées et pour influencer les décisions. C'est une démarche aussi qui se veut plus informelle aussi, donc qui peut correspondre aussi à différents types de personnes. On peut déposer des idées en ligne ou en atelier. Il y a différentes façons de participer. Donc, l'idée, c'est vraiment là, de créer un dialogue entre les élus, la population et les professionnels, d'allier les différentes expertises, donc la vision politique qu'ont les élus, l'expertise technique qu'ont les professionnels, mais aussi l'expertise d'usage qu'on dit de la population. Donc, on habite nos milieux, on les connaît, on les utilise, nos parcs, on prend nos rues, on se déplace en vélo, à pied, en métro pour aller au travail, faire l'épicerie. On les connaît, les obstacles, on a des idées, on a des solutions. Ça, c'est un savoir qui a de la valeur et que le budget participatif veut mettre de l'avant, veut reconnaître comme une expertise. Et donc, ce dialogue-là qui est créé permet d'allier ces 3 expertises-là. Les budgets participatifs peuvent être financés par différents budgets. Et je vais vous les expliquer. C'est intéressant parce que, dépendamment de par quel budget est financé le budget participatif, ça donne lieu à des critères d'admissibilité différents. Ça donne lieu à des types de projets différents qu'on peut proposer. Donc, les arrondissements ont 2 grands types de budgets. Le premier s'appelle le programme décennal d'immobilisation. Ça, c'est l'argent qui permet les investissements dans la ville. Donc, c'est comme emprunter pour construire la ville, faire des emprunts. Comme nous, on emprunterait pour refaire notre toit. Donc, la ville, c'est ça, fait des emprunts pour aménager des places publiques, des parcs, acheter des équipements comme des véhicules électriques, je dirais. On essaie de rester dans la thématique, des buts de soccer pour les parcs, du mobilier urbain. Donc, on est vraiment là dans le durable, les constructions durables ou les équipements. Quand le budget participatif est financé par ce budget-là, comme au Sud-Ouest, la population peut proposer des équipements et des aménagements via le budget participatif. Par exemple, des équipements de transition écologique, ça pourrait être l'achat d'une flotte de vélos-remorques, par exemple, en partage. Ça sera un équipement. Quand certains budgets participatifs, on le voit de plus en plus, sont financés par aussi une portion de budget de fonctionnement. Ça permet à la ville de financer ses opérations, donc payer les salaires de ses employés, les coûts d'un événement, les frais d'entretien. Donc là, on n'est pas dans de la construction, on est vraiment dans opérer, gérer, faire des événements, des projets éphémères, par exemple. Donc, ce n'est pas le cas au Sud-Ouest. Donc, c'est déjà, voici un premier critère d'admissibilité du projet. Vous pouvez proposer que des équipements et des aménagements. Le Sud-Ouest,
J'ai encore quelques diapositives, quelques particularités, puis on va passer à la première période de questions. Parce que le temps avance vite. Oui. Voilà. Donc, les principes du budget participatif au Sud-Ouest, ils sont inspirés des principes un peu universels là, du budget participatif. Donc, d'impliquer la population, de vous impliquer dans la prise de décision. Donc, l'idée, comme je le disais au début, c'est de créer un partenariat entre la population et l'administration pour décider comment dépenser ce 200 000 $-là. Établir des mesures pour favoriser la participation du plus grand nombre. Donc, ça veut dire que des efforts vont être faits pour mobiliser les différents groupes de la population pour favoriser leur participation, mais aussi, puis je vais vous le présenter plus tard, des mécanismes aussi pour que chaque quartier participe. Partager les décisions et les informations de manière complète, compréhensive et accessible. Donc, après chaque étape, l'arrondissement va communiquer les résultats. Donc, par exemple, après la collecte d'idées, vous saurez combien d'idées auront été collectées. Après l'analyse, il y aura une liste là, de quelles idées sont admissibles, lesquelles sont peut-être admissibles, doivent être modifiées un petit peu, lesquelles ne le sont pas, puis pourquoi quel critère n'est pas respecté. Donc, il y a vraiment un effet éducatif, en fait. Lors de la première édition, on apprend comment ça fonctionne, puis à la suivante, bien, on peut présenter son idée différemment si elle n'a pas été jugée admissible la première édition, mais aussi on voit là, que, OK, c'est clair, l'idée n'est pas admissible à cause qu'elle ne respecte pas un critère qui est connu de tous. C'est vraiment transparent au niveau des décisions qui sont prises. Donc, les deux derniers principes, c'est de faire des choix qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Donc, ça, c'est en lien avec la thématique de transition écologique et sociale. Donc, l'idée, c'est de penser des projets qui nous aident à faire face à la transition écologique, donc qui ne compromettent pas donc, les capacités des futures générations. Voilà. Puis valoriser les connaissances de la population au sujet du territoire. Donc, c'est ça, on veut connaître votre expertise d'usage, on veut avoir votre créativité, on veut vos idées, vos solutions. Oups, j'ai cliqué 2 fois. Donc, le territoire, donc, c'est l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, les idées que vous proposez devront se situer dans l'arrondissement. Et l'arrondissement a été divisé en 4 quartiers. Donc, Petite-Bourgogne-Griffintown, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et Saint-Paul-et-Maure. Puis, c'est ça. Donc, il y aura des mécanismes pour faire participer chacun des quartiers. Donc, par exemple, il y aura des ateliers de collecte d'idées dans les bibliothèques de chacun des quartiers, par exemple. Donc, il y a vraiment des efforts là, pour mobiliser la population dans chacun des quartiers. Donc, un rappel de qui sont nos élus, on trouve ça important de faire ça parce que c'est eux qui, donc, qui ont donné l'impulsion au budget participatif. Donc, on se rappelle au niveau de la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante, M. Doré, le maire de l'arrondissement, nous a fait un mot en introduction. Puis, les élus, donc M. Craig Sauvé, conseiller de la Ville, du district Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Madame Tan Shanley, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là. Oui. Puis, donc, conseillère d'arrondissement du district Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Monsieur Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville du district Saint-Paul-et-Maure, Saint-Henri-Ouest. Et Madame Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement du district Saint-Paul-et-Maure, Saint-Henri-Ouest. Donc, vous risquez des croisés peut-être au courant de la démarche. Maintenant, la transition écologique et sociale, quelle est sa définition? C'est la thématique de notre budget participatif. Il n'y en a pas toujours des thématiques, mais il y a de plus en plus dans le monde de budget participatif de transition écologique. On peut voir climat, développement durable, différents termes, mais il y en a de plus en plus. Donc, ça, c'est la définition là, qui a été créée pour le budget participatif là, avec le comité de pilotage inspiré du plan d'action local de transition écologique du Sud-Ouest. Donc, c'est une démarche globale
visant à revoir en profondeur notre modèle économique et social, y compris notre façon de produire et de consommer des biens et de l'énergie, afin de respecter les limites des écosystèmes, tout en s'assurant qu'aucun individu n'est laissé pour compte. Donc, évidemment, on cherche à avoir des idées qui nous amènent à repenser un peu nos habitudes de vie, comment on se nourrit, défini. Oh, il y a eu un petit saut dans la vidéo. Donc, 4 défis, vous allez pouvoir proposer vos idées dans l'un des 4 défis. Bien évidemment, des fois, une idée peut toucher à 2 défis. Là. Choisissez le défi qui correspond au principal, là, où les idées vont être classées là, dans le défi principal. Donc, pour se nourrir, par exemple, on peut proposer toutes sortes d'idées qui, en lien avec le fait de développer un système alimentaire durable et résilient, les jardins collectifs, par exemple. Cohabiter, c'est, je l'ai dit, adapter le territoire pour qu'il soit plus vert, vivant, qu'il y ait de la biodiversité. Se déplacer, donc tout ce qui est mobilité durable, faciliter les déplacements à pied, à vélo, par exemple. Consommer autrement, là, on doit vraiment rester, comme pour tous les défis dans des questions d'équipement, d'investissement, mais gérer nos ressources, donc qu'est-ce qui peut nous permettre, par exemple, de moins consommer un achat de contenants consignés, par exemple, peut nous permettre de réutiliser des contenants ou qui peut permettre aux restaurateurs d'utiliser des contenants, par exemple. Alors, donc, on avait déjà des exemples. Un projet qui favorise la livraison à émissions de carbone faible des aliments, donc peut-être des livraisons en vélo de certains repas. Créer des zones d'ombre et de brumisateurs pour cohabiter ou planter, polliniser. Se déplacer, des parcs d'éducation cycliste pour apprendre aux tout jeunes à faire du vélo, consommer autrement, donc une solution de contenant réutilisable, c'est ce que je nommais tout à l'heure. J'arrive bientôt à la période de questions. Donc, l'échéancier. Donc là, le lancement du budget participatif a été fait. Donc, depuis lundi, si je ne me trompe pas, la collecte d'idées a été lancée jusqu'au 19 février. Donc, collecte d'idées en ligne, on va le voir, et par des ateliers. Les ateliers auront lieu du 4 au 12 février dans les 4 bibliothèques de l'arrondissement. En mars, donc, les idées reçues vont être analysées. Puis, il y aura dans les idées recevables, il y aura une sélection des idées et un développement des idées qui ont été sélectionnées en projet. Parce qu'évidemment, on ne peut pas développer toutes les idées, vous l'aurez compris. Donc, il faut les prioriser, puis ensuite développer celles qui sont priorisées. Donc, en avril, fin mars, avril, les projets vont être analysés. En mai, donc, vous saurez quels projets sont soumis au vote pour avoir un vote en juin d'au moins un mois. Puis, durant l'été, c'est lors d'une séance du conseil d'arrondissement que les projets retenus vont être annoncés publiquement. Puis aussi, il y aura une promotion de ça. Puis ensuite, l'arrondissement a 2 ans pour démarrer la planification des projets ou les réaliser, avec l'intention de les réaliser le plus possible dans les 2 ans suivant le vote. Ça, c'est intéressant pour qu'on puisse voir rapidement le fruit de notre participation. C'est intéressant, le budget participatif se construit beaucoup sur les réalisations qui ont été faites. On a vu, oui, on a participé, puis les projets ont été réalisés. Puis, je mentionnais au début que le budget participatif est un processus démocratique. Ce n'est pas juste à cause du vote, c'est parce que les projets votés sont réalisés, sauf grande imprévu, les projets sont réalisés. Donc, il y a une infolette, il y a un site, je vais vous le montrer, site dédié au budget participatif où vous avez toutes les informations. Vous pouvez rester à l'affût de chaque étape. Et sur le site, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Vous pouvez aussi poser des questions via l'onglet « Nous joindre ». On vous invite fortement à vous inscrire à l'infolette, puis vous allez recevoir une infolette que sur le budget participatif, puis qui vous fait le suivi de chaque étape.
Voilà, ça ressemble à ça. Réalisons Montréal, c'est la plateforme de la ville où toutes les démarches qui sont faites avec la population sont mises. Donc, vous avez une page dédiée au budget participatif avec l'information, l'infolettre, l'échéancier. Vous pouvez retrouver aussi la charte, donc le règlement du budget participatif. Donc, tout savoir, tout ce qu'on va vous dire ce soir et même plus, les étapes, qui peut participer, comment, tout est là. Voilà. Je vais juste relancer le diaporama. Là, j'ai perdu ma souris. Voilà. OK. On devrait arriver à la période de questions. Ah oui, voilà. Donc, on a un premier, peut-être 10 minutes parce que le temps passe vite pour avoir vos premières questions. Après, on va vous expliquer comment ça va se passer pour la collecte d'idées. Donc, peut-être, si vous avez des questions spécifiquement sur la collecte d'idées, attendre à la prochaine période de questions. Mais là, jusqu'à date, sur les principes, la thématique, le territoire, est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à lever la main numérique ou à nous faire un signe. Puis vous pouvez, mon collègue Gabriel aussi va regarder s'il y en a dans le chat, dans l'outil de conversation. Oui, Madame Siro. Oui, bonjour. Voilà, j'ai des questions parce que des idées, on peut en fournir plein, mais dans le fond, les idées qui vont être retenues, est-ce que c'est des idées qu'on doit être capable d'opérer en tant que citoyen? Non, parce que comme c'est des investissements, des équipements, c'est l'arrondissement qui réalise les projets. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir aussi des projets qui sont réalisés par des groupes de citoyens? Ça, c'est possible quand on est en démarche avec du budget d'opération. Mais quand on est dans des démarches d'investissement, d'équipement et d'infrastructure, de budget PDI, Programme décennal d'immobilisation, c'est les arrondissements qui réalisent les projets. Parfait, merci. S'il y aurait une autre question, soit à l'oral ou soit à l'écrit. Par contre, il peut y avoir, par exemple, quand c'est un achat d'équipement, parfois, ça peut demander un partenaire. Mais l'arrondissement demeure maître d'œuvre. Mais par exemple, si on passe à l'achat de contenants consignés, peut-être que ça va être remis à certains groupes ou peut-être que ça va être utilisé plus par certains groupes avec l'aide d'un organisme éventuellement, mais ça demeure vraiment l'arrondissement, le maître d'œuvre. Oui, je pense que c'est plus précis comme réponse. Oui. On va passer à la suite. Je ne vois pas d'autres. Faites-moi signe si je ne vous ai pas vu. Non, mais Anne, puis si je peux me permettre, n'hésitez vraiment pas tout le long à inscrire des questions dans le clavardage, des questions qui vous viendraient en direct pendant qu'Anne parle, même si c'est hyper clair. Merci Anne, est super limpide, mais si vous avez des interrogations, des commentaires, n'hésitez pas, on est à l'affût de ce côté-là aussi. Je te laisse poursuivre, Anne. Donc, la collecte d'idées. Du 23 janvier au 19 février. Qui peut participer? En fait, vraiment tout le monde qui est intéressé par l'avenir du Sud-Ouest et la transition écologique peut proposer une idée. Il n'y a pas de limite à la collecte d'idées. C'est une recommandation nous, qu'on fait, le Centre d'écologie urbaine, qui a été adoptée par le comité de pilotage et l'arrondissement. Parce qu'on peut être bénévole dans l'arrondissement depuis très longtemps, mais pas y habiter, puis bien connaître le milieu, avoir parlé à beaucoup de citoyens, avoir des idées et avoir envie de les partager, on peut y travailler. Donc, vraiment, on ne met pas de limite. Donc, les organismes aussi ou les associations de citoyens peuvent déposer des idées.
Puis de toute façon, on ne reste pas attaché à son idée. Elle va être travaillée collectivement par plusieurs. Donc, souvent, c'est ce qu'on recommande et c'est ce qui a été adopté. Donc, de pas toute personne intéressée vraiment par l'avenir du Sud-Ouest, la transition écologique, peut déposer une idée. Donc, comment la soumettre? En allant sur le site que je viens de vous montrer, réalisonmontréal.ca/BP Sud-Ouest 2023. Il y a un formulaire en ligne où vous allez pouvoir déposer votre idée ou en participant à un des ateliers d'idéation. Donc, durant les ateliers, l'idée, c'est de développer des idées collectivement. Donc, vous allez pouvoir arriver avec votre idée, puis elle va être travaillée en groupe. Puis si vous n'avez pas d'idée aussi, vous pouvez y aller, puis entendre ce que les autres disent, puis là, ça vous donne des idées. C'est différentes façons de contribuer. Donc, les ateliers, le premier aura lieu samedi 4 février à 10 h à la Bibliothèque Saint-Henri. C'est 2 heures les ateliers en personne. Mardi 7 février ensuite à 18 h à la Bibliothèque Saint-Charles. Le lendemain, 8 février à 18 h à la Bibliothèque Régent-Ducharme, puis le dimanche 12 février à 14 h à la Bibliothèque Marie-Huguet. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il y a un formulaire d'inscription sur Réalisons Montréal. C'est important de s'inscrire pour aider vraiment à organiser les ateliers, savoir à peu près combien de personnes seront présentes. Voilà. C'est assez ludique, là, c'est un remue-ménage d'idées. Après ça, on choisit lesquelles. On va développer un projet, on se met ensemble pour les développer. C'est assez ludique, c'est très, très agréable. Donc, les informations qu'on vous demande, on vous demande le nom de votre idée, un petit titre punché, là, le fun, si jamais l'idée chemine et bonifiée collectivement, mais peut-être que le nom de l'idée va cheminer jusqu'au bulletin de vote. Donc, quelque chose qui peut être accrocheur. La description en quelques phrases claires, 2-3 phrases, c'est suffisant. Donc, en quoi ça consiste? Vous pouvez donner une idée un peu des équipements, des aménagements qui seraient requis pour réaliser l'idée. Des fois, ça aide là, à la rendre concrète, à comprendre ce que vous voulez. Vous visez quelle population, ça aussi, ça peut aider. Par exemple, installer des jardins collectifs pour améliorer la sécurité alimentaire des personnes âgées. Cela requiert des fines herbes locales, indigènes, des bacs, de l'équipement de jardinage, peut-être un cabanon, une entrée d'eau peut-être. On n'est pas obligé d'aller trop loin dans les équipements parce qu'à l'étape de développement des idées en projet, là, ça va être poussé vraiment. Là. Quels équipements on veut absolument, on va les mettre en ordre de priorité, mais on veut là une petite idée de ce que ça requiert pour aider des fois à partir un peu de quelque chose d'abstrait, un concept, puis les rendre concret. Ça aide si vous commencez avec un verbe d'action, par exemple, installer des jardins. Ça l'aide à rentrer vraiment dans le concret tout de suite et à comprendre ce que vous désirez. Les points forts de l'idée, pourquoi on la propose, on veut répondre à quel besoin, ça va apporter quel bénéfice à la population. Ça, c'est intéressant. Ça aide vraiment les professionnels lors de l'analyse à comprendre à quel besoin vous voulez répondre, pourquoi. Puis si, dans le fond, l'idée n'est pas tout à fait réalisable comme vous l'avez proposé, ils peuvent amener des alternatives parce qu'ils ont compris le besoin, ils ont compris. Donc, c'est ça l'importance. Puis aussi à faire valoir l'intérêt de l'idée pour l'étape suivante. Le quartier, vous prendrez forme l'idée. Donc, vous allez devoir choisir un des 4 quartiers où il y a une option qui vous permet de dire que l'idée pourrait être réalisable dans plus d'un quartier ou dans tous les quartiers. Parce qu'il y a un souci du comité de pilotage qui est des projets sur le bulletin de vote dans chacun des quartiers pour pouvoir desservir un peu tout le monde. Donc, mais ça se peut qu'une idée là, soit applicable dans tout l'arrondissement, puis ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, par exemple, faire des petites plantations, mais un peu partout. Ça pourrait être une idée, par exemple. S'il y a lieu, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre un lieu précis. Donc, moi, je veux vraiment tel parc, le parc Oscar Peterson ou sur telle rue. Là, soyez le plus précis possible, ça l'aide à l'analyse, ça l'aide aussi à arriver avec des lieux alternatifs pour les professionnels si jamais ce lieu-là n'est pas possible pour X raisons. Donc, c'est pas plus que ça.
au niveau de la description de l'idée, on ne demande pas de chiffrer les coûts, de savoir combien ça coûte. On ne veut pas créer trop de barrières à la participation. C'est dur de chiffrer des coûts, là, donc ça, c'est les professionnels qui vont chiffrer les coûts. Donc, quelles idées on peut déposer? Il y a une dizaine de critères que je vais vous présenter avec des exemples pour les rendre concrets, parce que ça peut être un peu technique. Donc, l'idée doit répondre à un des 4 défis qu'on avait mentionnés précédemment, donc se nourrir, se déplacer, cohabiter, consommer autrement. Et elle doit coûter entre 10 000 et 200 000 $. 200 000 étant le budget, donc maximum. 10 000 étant un minimum, ça permet de faire des idées qui ont un impact collectif. C'est pas juste installer une borne de réparation de vélo devant chez moi. Donc là, on va aller en installer plusieurs pour qu'il y ait un impact suffisant. C'est aussi un critère qui vient avec les règles du budget d'investissement. Parfois, certains arrondissements mettent une limite au projet, mettons 50 000, 100 000, mais ici, il n'y en a pas. Donc, la limite du projet, c'est la limite du budget, 200 000. Donc, aménager des jardins collectifs en bac, ça rentre dans les coûts. Créer des prés fleuris, des achats de contenants consignés, installation de panneaux informatifs sur la faune et la flore. Mais aménager une piscine, bon, c'est peut-être pas de transition écologique et sociale là, à discuter, mais c'est très cher, hein, c'est des millions. Un marché public, c'est beaucoup, beaucoup de coûts au niveau des opérations, mais aussi c'est cher, donc ça ne rentre pas dans les coûts. C'est cher, là, les installations. Une selle de trottoir, c'est assez cher. Donc, ça vous donne des exemples un petit peu. Le projet doit être réalisable par l'arrondissement. Donc, c'est l'arrondissement qui va créer les infrastructures, qui va faire les achats d'équipements. Tu sais, c'est des infrastructures publiques là, qui vont être créées. Donc, ça doit être fait sur ses propriétés, là, tant extérieures qu'intérieures. Donc, soit dans ses bâtiments, comme les bibliothèques, les centres communautaires ou les parcs locaux qui appartiennent à l'arrondissement. Donc, ces espaces publics, ces rues. Il y a des rues qui sont locales puis des rues qui appartiennent à d'autres paliers de gouvernement. Les exemples de lieux non admissibles, des terrains privés. Donc, on ne peut pas faire ça chez des individus. Il faut vraiment que ce soit des lieux publics accessibles à tous. Sur les berges du canal La Chine, ça appartient, je ne me trompe pas, au gouvernement fédéral, vu que c'est une voie navigable. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui. Le long des chemins de fer, avoir des ententes là, avec les compagnies de chemins de fer, là, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Des fois, c'est jamais réalisable. Donc, ça, ce n'est pas des projets admissibles. Aussi parce que les projets doivent pouvoir se concrétiser, être réalisés là, par l'arrondissement, ou au moins là, que leur planification a été assez avancée dans les 2 ans suivant le vote. Parce que c'est justement, on veut voir rapidement le fruit de notre participation, on veut voir les projets se réaliser rapidement, ça crée de la confiance avec la population. Vous participez, on réalise les projets. Je dis au on, mais c'est pas moi, là, c'est la ville. Là. C'est plus le centre d'écologie urbaine. Mais c'est vraiment l'idée là, du budget participatif, regagner de la confiance entre la population et les villes, les élus. Donc, tout ce qui demande des négociations avec, par exemple, d'autres partenaires comme les compagnies de chemin de fer, Hydro-Québec, c'est pas souvent impossible d'avoir ça dans les 2 ans suivant le vote. Puis tout ce qui pourrait, par exemple, nécessiter là, des actions là, qui demandent beaucoup de temps, qui sont longues, qui demandent des permis à avoir. Là, ça va faire en sorte que le projet va être jugé non admissible parce que ça va trop le décaler dans le temps. Les projets doivent viser l'intérêt collectif. On est dans des infrastructures publiques, donc le plus grand nombre doivent pouvoir y accéder, comme un chalet de parc. Là. Donc, ça ne peut pas avantager une personne ou des intérêts privés, ça ne peut pas être juste un petit groupe de personnes. Donc, planter un arbre devant chez moi, c'est pas, ça ne va pas être admissible. Mais par exemple, plusieurs arbres dans différents parcs ou rues locales, oui. Mettre des bacs de jardinage dans un espace très peu fréquenté
qui vont profiter à un petit groupe de voisins, par exemple. Non, cette idée-là, il faudrait qu'elle soit amplifiée. Elle ne va pas nécessairement être rejetée s'il y a un potentiel qu'elle soit amplifiée. Elle peut être jugée peut-être admissible, mais elle a besoin d'être pensée plus largement pour bénéficier à plus de personnes. Donc, les espaces de rencontre intergénérationnels, dans des lieux accessibles, oui. Des idées intéressantes. Donc, comme les idées sont financées par le programme décennal d'immobilisation, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, ça peut qu'être des dépenses en infrastructure, des équipements, des aménagements. Ça doit être des réalisations durables. Ça doit durer au moins 5 ans, notre idée. Donc, acheter une nouvelle collection de livres à la bibliothèque, sensibiliser à des sujets là, liés à la transition écologique, oui. C'est un achat, c'est un équipement. Ça va durer plusieurs années. Des outils en location, planter des micro-forêts. Mais, par exemple, ce qui est des salaires, des études, des plans, des activités, des cours, des services, ça, non, ça, c'est de l'opération. Puis, il peut y avoir des projets saisonniers, mais si elles peuvent revenir de saison en saison, donc, tu sais, être durable dans le temps. Pas juste un projet éphémère l'été prochain, tu sais, quelque chose qui peut revenir à chaque été, par exemple. Ensuite, être cohérent avec les plans et politiques de l'arrondissement. Donc, une idée ne peut pas aller en l'encontre des orientations, des plans déjà là, prévus, publiés, rendus publics par l'arrondissement. Aussi, pas être déjà en cours d'exécution. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le budget participatif ne veut pas refinancer quelque chose qui est déjà financé. Par exemple, si l'arrondissement offre déjà, là, il faut que je pense, investissement. C'est plus facile d'expliquer quand c'est l'autre budget. S'il y a déjà dans un parc un terrain de volleyball, on n'en mettra pas un deuxième. C'est un peu évident, là, mais par exemple, si dans un parc, il y a une consultation qui a eu lieu, puis il y a déjà un financement qui a été mis de l'avant pour créer un terrain de volleyball, mais il n'est pas encore créé. Mais là, le budget participatif, on ne va pas rendre l'admissible parce qu'elle est déjà planifiée, puis elle va être créée. Donc, on va aller ailleurs. Donc, ça aide aussi à pas, bien, des fois aussi à ne pas faire des choses que les organismes font déjà sur le territoire. Voilà. Ne pas générer des dépenses de fonctionnement trop importantes. Donc, quand les arrondissements installent les nouveaux équipements, nouvelles infrastructures, des fois, ben, ça nécessite de l'entretien, évidemment. Donc, il faut que ce soit un entretien de base. Donc, l'arrondissement va faire normalement, là, dans le cadre de ses activités, il ne faut pas que ça inclue, par exemple, qu'une nouvelle ressource humaine vienne s'en occuper. Parce que là, il n'y a pas de budget à ce niveau-là. Fait que vraiment, l'entretien de base, c'est normal. Ben oui, les équipements sont entretenus dans le temps, c'est normal, mais il faut que ça reste. Ces frais-là restent donc, en fait, dans les normes. Là. Voilà. Donc, par exemple, un marché public, c'est souvent une idée qui est proposée, mais ça demande souvent qu'un organisme, ça demande beaucoup que quelqu'un s'en occupe, que ce soit coordonné. C'est beaucoup de gestion. Fait que, donc, ça, ce n'est pas admissible parce que l'arrondissement ne va pas faire cette gestion-là. Donc, il y avait l'histoire des vélos cargo. Je vais la mettre de l'avant parce que je crois probablement que Mme Siro, locomotion, j'imagine, ça fait un lien avec cette idée-là. Il peut avoir, par exemple, proposé l'idée que l'arrondissement achète les vélos cargo, puis qu'ils soient mis en circulation. Puis là, peut-être qu'un partenaire va, après ça, l'aider à la gérer, mais là, on est dans un achat, on achète des affaires. Ce n'est pas une infrastructure là, qui doit se maintenir, doit être coordonnée par une ressource humaine à l'arrondissement.
Donc, la phase projet, on vous en parle un petit mot là-dessus parce que vous allez voir quand vous allez déposer vos idées via le formulaire qu'on vous invite à mentionner si vous voulez participer à la phase de développement de projet. Donc, c'est le comité de pilotage qui va recevoir les idées qui ont été jugées recevables, qui vont les sélectionner, puis les développer en projet. Et la population, il y a des candidats, ce qu'on appelle des délégués de la population, qui sont invités à participer à cet exercice-là lors d'un atelier qui aura lieu la première et la deuxième semaine d'avril. Et donc, on vous invite à déposer vos candidatures. Il y a une question dans le formulaire de dépôt d'idées. Puis donc, il y aura une sélection des délégués de la population qui va être faite pour avoir une diversité. Donc, on va regarder l'âge, le genre, vous résidez dans quel quartier, peut-être à voir si on regarde un autre élément. Bien, l'arrondissement regarde un autre élément. À la fin du formulaire de dépôt d'idées, il y a des données sur le profil du participant qui sont demandées, qui sont facultatives. Vous n'avez pas vous pouvez y répondre si ça vous intéresse. En fait, l'idée, c'est vraiment de savoir qui a participé, qui n'a pas participé, et que l'arrondissement puisse s'ajuster au niveau de sa mobilisation à chaque étape, puis dans les prochaines éditions, s'il y en a. Et vous pourrez, là, donc, dans ces questions-là, si vous souhaitez être délégué, mentionner donc votre âge, votre genre, résident dans quel quartier, puis ça permettra de faire une sélection des délégués au niveau de la diversité. Thibault, je te cède la parole pour parler d'une démarche qui est en cours, une démarche parallèle qui est en cours dans l'arrondissement, avant la période de questions. Oui, merci beaucoup, Anne, pour cette présentation très claire sur les principaux points du budget participatif. Je pense que tu as mérité un petit verre d'eau après cela. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur les objectifs généraux du budget participatif et puis sur le processus et les critères de ce budget participatif du Sud-Ouest. Oui, voilà, je voulais vous présenter par ailleurs une autre démarche effectivement parallèle, celle du plan local de déplacement. Je pense d'ailleurs que notre collègue Stéphanie Benoît, qui est chargée de ce projet, était parmi nous. Et voilà, on veut, vous êtes les experts du terrain, vous êtes les experts du milieu, on le reconnaît pour ce budget participatif et puis on le reconnaît aussi lorsqu'il est question de mobilité, qui est d'ailleurs l'un des défis auxquels vous aurez à répondre dans le cadre de ce budget participatif. Donc, simplement vous informer que si il y a cet atelier, cette séance d'information, vous avez également un atelier d'information virtuelle pour le plan local de déplacement qui se tiendra le 31 janvier de 18h30 à 20h30. On prend vos idées de projet sur la plateforme Réalisons Montréal pour le budget participatif. Eh bien, vous serez également consulté sur cette même plateforme Réalisons Montréal pour les mois de février et mars, s'agissant du plan local de déplacement. Et on vous a invité à prendre part à nos ateliers d'idéation du 4 au 12 février. Vous aurez également, dans le cadre du plan local de déplacement, des ateliers d'idéation, que ce soit pour le diagnostic ou bien pour le futur plan d'intervention, et ce, dans chacun des quartiers de l'arrondissement. Donc, on compte vraiment sur votre contribution. Je pense que dans la salle, il y avait des personnes qui sont sensibles aux questions de mobilité. Donc, on sait que le public parfois se rejoint entre le budget participatif et puis le plan local de déplacement. Donc, c'est une invitation voilà, à contribuer également à cet autre projet de démocratie participative. Et voilà, c'est maintenant le temps de la deuxième période de questions. Donc, nous sommes Merci. à votre écoute. Juste avant la période de questions, mon collègue Gabriel voulait faire un petit mot. Oui, ben merci. En fait, j'allais faire un petit résumé de ce que tu as dit, un mini résumé. Moi, j'aurais dit en 3 éléments clés ce qu'il y aurait à retenir de la deuxième section. Je vous dirais, premier élément, toute personne intéressée par l'avenir du Sud-Ouest peut proposer une idée, puis ça, d'ici le 19,
prenez en considération que justement, sans distinction d'âge, donc vos enfants, vos voisins, vos voisines, vos grands-parents, c'est ce qui est riche d'un BP, c'est ce qui est riche d'une démarche comme celle-ci, c'est qu'il y a une pluralité d'expériences, de points de vue, d'emploi, d'âge et tout. Donc, vraiment, de rappeler que tout le monde peut proposer une idée et qu'elle habite ou qu'elle n'habite pas, mais qu'elle a le Sud-Ouest dans son cœur. Deuxième élément, je vous dirais, Réalisons Montréal, Anne le dit et le redit, mais tout ce qu'on a présenté va s'y retrouver. Elle va résumer un peu plus tard aussi, mais c'est votre Bible. Les critères qu'on vient d'énumérer, ils sont énumérés sur le site également. Vraiment, de mettre aussi l'accent sur vous abonner à l'infolette. C'est là que vous allez recevoir les informations. S'il y a un atelier, le vote, ce serait quand même dommage aussi de proposer une idée puis de manquer le vote qui peut arriver, bon, d'une minute à l'autre. Vous allez voir le calendrier dans les prochaines étapes, mais vous allez peut-être oublier cette date-là. Donc, vraiment, de vous abonner à cette page-là, mais vraiment de vous y référer. Elle est mise à jour continuellement avec les activités qui s'en viennent. Puis, troisième point, je vous dirais de ne pas vous censurer. On a fait une petite liste des critères pour vous familiariser avec ça, mais de pas vous censurer puis de vous permettre de rêver. C'est magnifique le BP encore là parce que c'est une façon de proposer des idées directement sans passer par le politique, sans passer par autre chose. Donc vraiment, ces idées viennent de vous et seront développées par des personnes comme vous également, des comités, comme on l'a mentionné, un comité de développement de projet, mais de pas vous censurer puis d'en proposer plusieurs. On n'est pas obligé d'en proposer qu'une seule, puis en proposer plusieurs. Puis comme Anne l'a présenté dans la première section, il y a un comité, il y a les services de la ville qui vont passer puis qui vont trier après. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses, même si vous n'êtes pas certain, même si vous doutez. Donc, n'hésitez pas à en mettre et en mettre plusieurs. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter, ces 3 points-là. Et je vous passerai la parole pour savoir quelles sont vos questions et non si vous en avez, puisque je présume que vous en avez. Quelles sont vos questions? Je vois Madame Siro encore qui lève la main, c'est très correct. Oui. Encore moi. Oui. Déjà, ça répond pas mal à mes questions. Je voulais savoir si on pouvait en déposer plusieurs et dans plusieurs domaines dans les 4 sections. Oui. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est mieux de regrouper les idées ou alors de présenter, comme si on est plusieurs à avoir une idée, est-ce qu'on est mieux de la présenter juste une fois ou de la présenter plusieurs fois parce qu'elle aura peut-être plus d'intérêt ou elle aura plus de chances d'être retenue? C'est une bonne question. Ce qu'on a fait par le passé là, dans d'autres territoires, on donne pas nécessairement plus de valeur à une idée si elle a été déposée beaucoup de fois, mais s'il y a vraiment comme un gros mouvement, ce qu'on a fait par le passé, c'est qu'on avait chiffré les idées, combien de fois elles avaient été déposées, parce que là, on trouvait que ça valait la peine. Mais quand il y a l'exercice de priorisation, chaque idée sont discutés, leurs points forts, leurs points faibles, chaque idée va être discutée. Donc, à ce niveau-là, dans cet exercice de priorisation-là, chacune est regardée. Mais c'est ça, à un moment donné, il y avait un gros mouvement derrière une idée, on avait quand même chiffré, sachez qu'elle a été déposée, mettons, 50 fois. Fait que là, ça pouvait faire partie de la discussion. Ah, elle a été déposée 50 fois, qu'est-ce qu'on prend ça en compte ou pas? Fait que ça, c'est tout dans l'exercice de priorisation, c'est fait. Mais on veut quand même regarder chaque idée recevable, puis lui accorder sa valeur. C'est pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'une idée a été déposée plus qu'elle va s'assurer de passer à l'étape suivante. Mais on peut le dire qu'elle a été déposée souvent pour s'assurer que ça soit pris en compte dans l'exercice de points forts, limites de l'idée. Puis, tu sais, il faut se rappeler que c'est le vote qui est souverain à la fin. Donc, c'est arrivé de voir une idée déposée vraiment souvent et de se dire « Ah, elle va être votée » et non, elle n'est pas votée. Donc, c'est vraiment, au bout du compte, le vote populaire qui va décider. C'est pour ça qu'il faut accorder sa valeur à chaque idée dans l'exercice de priorisation. Gabriel, tu voulais faire un complément?
Ouais, juste un complément. Concrètement, je vous le dis parce que j'ai passé la journée à faire ça. Vous savez, on travaille aussi sur le BP de la Ville de Montréal. Puis justement, moi, j'ai eu la liste des idées aujourd'hui. Donc, encore là, pour vous montrer à quel point c'est pas un concours, puisque ce qu'on vient à la diapo précédente, là, l'idée qui s'intitulait Je veux un skatepark dans tel parc et point. Gabriel, ne mentionne pas les petites idées. Non, mais C'est pas encore, celui-ci, oui, je comprends. Mais exemple. celui-ci, par exemple, qui était une phrase vraiment très peu formulée, bon, etc., versus un paragraphe, les deux sont pris en compte au même niveau. Donc, vraiment, c'est pas un concours de bien formuler, de mettre les mots-clés inclusifs, transition. C'est sûr que si vous l'avez puis vous voulez la justifier sans problème, mais juste pour encore prouver qu'une idée qui est très simple peut autant être écoutée, même parfois, comme Anne disait, le regrouper avec d'autres sans préjudice. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est créer l'effet de concours, c'est juste ça. Mais on peut le nommer, là, s'il y a un engouement derrière une idée, on va le, si ça c'est nommé. Oui, c'est ça. Merci, bon compliment, Gabriel. Puis, j'ai demandé à Gabriel de ne pas nommer cette idée, ça va être rendu transparent et tout, c'est juste que nous, on ne peut pas divulguer les informations avant la ville elle-même. Voilà, mais ça va être rendu transparent, comme on vous l'a mentionné. Là, dans l'ordre, c'est Jocelyne. Est-ce que vous êtes... Oui. Oh, oui, j'ouvrais mon micro. Je suis le comité de suivi de l'opération. J'arrive au vote. Je veux juste savoir les modalités qui ont été prévues pour le vote sur les projets parce que j'ai une préoccupation. Le comité de suivi de l'opération populaire d'aménagement, on a fait un sondage, puis on a réalisé qu'il y avait une fracture numérique des personnes âgées, des personnes à faible revenu. Si on utilise uniquement l'Internet pour voter, la diversité de la population n'est pas nécessairement représentée. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des lieux de vote comme dans les bibliothèques là, que vous parlez ou des choses comme ça pour faciliter la participation des gens qui n'ont pas Internet ou qui ne sont pas familiers avec Internet? Oui, bonne question. Je me suis rendu compte qu'on ne l'a pas mis dans le PowerPoint. Donc, je vais vous le montrer dans la charte. C'est toute personne de 14 ans et plus qui réside dans l'arrondissement du Sud-Ouest qui peut voter, ainsi que les propriétaires de commerce sur le territoire. Donc là, il faut résider dans l'arrondissement pour voter et 14 ans et plus. 14 ans qui correspond à l'âge pour faire partie du conseil jeunesse de l'arrondissement. Donc, le vote va se faire en ligne et en personne. Donc, il y aura aussi des formulaires papier, donc en ligne sur la plateforme Réseau Montréal. Donc, l'arrondissement va faire des actions sur le terrain. Par exemple, va profiter d'événements organisés, s'il y a une fête de quartier. Puis, il y aura des lieux ciblés là, donc, pour le vote en personne. C'est bien ça, je ne suis pas dans l'erreur. Non, en fait, on n'avait pas exactement encore ciblé. Ça va dépendre de la date, des dates aussi de période de vote. Là. Donc là, évidemment, pour les activités d'idéation, on a identifié les bibliothèques. Ça se pourrait que ça soit peut-être dans les bibliothèques. L'idée, ça sera d'assurer quand même qu'il y a des points dans les 4 quartiers, là, comme on veut une participation des 4 quartiers. Puis au niveau de la promotion, là, une fois que ça sera vraiment précisé, on assurera une diffusion là, auprès des organismes partenaires, toutes les modalités de diffusion aussi qu'on utilise, mais c'est quand même une préoccupation, effectivement, là, au niveau de la fracture numérique. Là, donc, pour réussir à permettre là, à la majorité de participer. Merci beaucoup pour le complément. Merci. Monsieur Artaud? Oui, donc, ça serait peut-être juste une précision sur les projets qui peuvent être acceptés. On avait parlé que s'il y a des projets qui sont déjà gérés par des organismes, un petit peu comme les ruelles vertes, vu que c'est déjà des choses qui sont des types de projets qui sont financés par l'arrondissement ou c'est des organismes qui s'en occupent, que ceux-là, ils seraient pas accessibles là, ou admissibles.
C'est ça. Donc, c'est le critère d'admissibilité où un projet ne peut pas être déjà financé. Oui, mais c'est ça. Peut être Mon déjà en doute. cours d'exécution. Donc, si c'est un petit peu plus dur à imaginer en investissement, c'est très facile à imaginer en opération, là. Par exemple, un groupe donnerait des cours de yoga déjà partout dans l'arrondissement, mais ne va pas financer un nouveau cours de yoga. Donc là, il faudrait voir en investissement. S'il y a déjà des organismes qui offrent ces infrastructures-là, ça ne serait pas des infrastructures, le budget participatif ne refinancerait pas une nouvelle infrastructure puisqu'elle est déjà offerte. Si, par exemple, il y avait déjà récolte de contenants consignés ou à venir sous peu, mettons des canettes là, dans tout l'arrondissement, les parcs, là, les rues de l'arrondissement, bien ça, ce projet-là ne serait peut-être pas accepté, par exemple, parce qu'il y a déjà où il y aura sous peu installation d'infrastructures par un organisme là, dans l'arrondissement. Disons que moi, je pensais un petit peu comme avec Écoquartier et les ruelles vertes. Même s'il n'y a pas de projet du tout dans un secteur pour une ruelle verte, si quelqu'un propose une ruelle verte, je pense qu'elle ne serait pas acceptée parce que théoriquement, le projet devrait être soumis à Écoquartier qui réalise les ruelles vertes, même s'il n'y a aucun projet en préparation. Oui, très bon exemple, très, très bon exemple. C'est ça, dans le fond, il y a déjà un programme qui existe pour créer des ruelles vertes. Donc, les projets de ruelles vertes, c'est ça, ne seraient pas acceptés parce qu'il y a déjà un programme qui existe où la population peut aller faire des demandes pour des ruelles vertes. Donc, c'est un excellent exemple, M. Artaud. Merci beaucoup. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On arrive proche de la fin. Je me permets d'ajouter un petit mot par rapport justement aux questions. Bien sûr, si vous en avez, n'hésitez pas aussi à les ajouter dans le clavardage si vous le souhaitez. On a une foire aux questions également sur le site Réalisons Montréal et la page consacrée donc au budget participatif du Sud-Ouest, dans lequel on répond déjà aux questions principales. On va pouvoir ajouter certaines questions qui ont été posées. Je pense que la question de voilà, toucher les personnes vulnérables, s'assurer qu'elles vont bel et bien être interpellées par cet exercice. Je pense qu'on va pouvoir l'ajouter effectivement à la foire aux questions. Je vous invite à vous y référer aussi le cas échéant. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Faites-moi signe si jamais je ne vous ai pas vu, interrompez-moi. Donc, juste un rappel, comment participer à chaque étape. Donc, jusqu'au 19 février, vous pouvez déposer vos idées par le formulaire en ligne ou en participant aux ateliers. On vous invite à en parler autour de vous, à inviter mobiliser vos réseaux, inviter vos voisins, vos amis, vos familles qui s'intéressent à l'avenir du Sud-Ouest, à la transition écologique, à participer et déposer votre candidature pour être délégué à la phase projet, si ça vous intéresse, qui aura lieu donc en mars. Puis, le vote en juin, 14 ans et plus, qui sera fait en ligne et en personne. Et aussi, on vous invitera à mobiliser votre entourage. Donc, on vous invite encore une fois à vous inscrire à l'infolette pour avoir toutes les informations sur chaque étape. Puis, il y a des outils qui sont disponibles pour vous aider à en parler du budget participatif autour de vous. Vraiment, ça se construit avec la population, le budget participatif. Les organismes en deviennent ambassadeurs, mais vous aussi, en tant que citoyen et citoyenne. Donc, il y a la charte du budget participatif qui est accessible sur le site à tous. Les exemples de projets, cette présentation-là, PowerPoint, elle est accessible. Elle va être mise dans la banque de documents sur Réalisons Montréal. Juste simplement citer la source si vous l'utilisez, donc l'arrondissement du Sud-Ouest et le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Vous avez les exemples de projets dans cette présentation PowerPoint-là aussi. La foire aux questions, donc questions-réponses, type.
Il y a une affiche du budget participatif aussi qui va être disponible si vous voulez l'imprimer, la mettre dans vos locaux, des visuels pour différents médiums. Puis vous pouvez relayer les publications réseaux sociaux de l'arrondissement qui sont faites sur Facebook et Instagram. Catherine, pourrais-tu juste nous indiquer comment avoir accès à ces outils? Alors, vous pouvez soit nous en faire demande ou aller sur la plateforme Réalisons Montréal. On va mettre en ligne des outils dès demain. Donc, vous pouvez faire la demande via l'onglet Nous joindre sur Réalisons Montréal. Et donc, juste avant de céder le mot de la fin, donc à Thibault, juste vous dire qu'on va, juste après le mot de la fin, on va lancer un petit sondage d'évaluation de la rencontre. Si vous voulez rester juste une petite minute de plus pour nous dire comment vous avez trouvé la rencontre, si ça a été informatif, si vous avez appris. Donc, voilà, ça va nous aider à nous améliorer. Donc, Thibault, je te cède la parole pour le mot de la fin. Oui, très rapidement, pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette soirée d'information sur le budget participatif. On espère vraiment que voilà, ça va vous inciter, vous et vos réseaux, à déposer vos idées pour cet exercice vraiment très stimulant. Je voulais remercier également l'ensemble des intervenants et plus particulièrement en arrière-plan nos collègues des communications qui fournissent vraiment un travail formidable. Et voilà, vous avez vu un petit peu les visuels circuler pour ce budget participatif. On est vraiment très, très heureux voilà, de pouvoir compter sur leur appui. Et évidemment, on vous invite à participer aux ateliers d'idéation prochainement. Et pour terminer, de répondre donc à ces petites évaluations. Merci et belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, on a parti le sondage d'évaluation. Gabriel, tu peux arrêter l'enregistrement. Puis, on vous remercie de le remplir pour nous aider